Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel immédiat et de vous retrouver vous, Jean-Yves surtout. Bonjour à vous. Bonjour Floriane. Avant de passer au sommaire de cette émission, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire juste en bas de cette vidéo et puis vous pouvez également la partager et vous abonner à la chaîne YouTube. On commence ce numéro avec l'image du jour ou plutôt les images du jour. Parmi plus de 40 000 heures de vidéos de caméra surveillance, des révélations qui sont absolument inédites sur l'affaire du Capitole et qui mettent à mal la narration de la presse autour de cette affaire, la grande insurrection. Et puis bien sûr, on s'intéressera aux manifestations en France contre la réforme des retraites où la mobilisation contre Emmanuel Macron et l'exécutif ne faiblit pas. Immédiat numéro 434, c'est parti. L'image de la semaine, c'est une image qui est vieille de 2 ans en réalité, Jean-Yves, et qui vient d'être dévoilée par le journaliste vedette de la chaîne américaine Fox News. Il s'agit de Tucker Carlson, bien évidemment. Le lundi 6 mars dernier, il a publié des images, des vidéos surveillance qui n'avaient jamais été publiées et qui viennent totalement contredire le récit officiel de cette journée du 6 janvier 2021. Je vous propose avant toute chose, Jean-Yves, qu'on regarde ces images en question. Voici les images que vous avez vues du 6 janvier 2021. Mais il s'avère qu'il y a pas mal de vidéos que vous n'avez pas vues. Et celles-ci donnent une toute autre vérité des événements de cette journée. La police du Capitole n'a jamais arrêté Jacob Chansley, le Q-Shaman. Elle l'a même aidé en jouant les guides touristiques, comme dans cette vidéo où elle le mène par de multiples entrées. Capitol police officers take him to multiple entrances. Tout ce que les médias américains, français, européens avaient dit à l'époque, c'est que c'était une insurrection violente, une prise d'assaut du Capitole. Et on voit en fait que les principaux personnages rentrent gentiment, guidés par les agents de sécurité. Donc tout ce qu'on nous a raconté était faux. D'ailleurs, en France, le traitement médiatique de ces révélations reste très léger puisqu'on préfère parler d'une chanson enregistrée avec Donald Trump et des personnes qui avaient été arrêtées lors de cette grande journée de manifestation. Il y a quand même Le Temps, qui est un média suisse, qui a cité cette affaire. La machine à conspiration concernant l'attaque du Capitole est relancée. Très intéressante comme formulation. Et on a également Radio France. Fox News poursuit son œuvre de réécriture mensongère du récit de l'attaque du Capitole, qui est donc des images qui sont censées montrer qu'il n'y a pas eu d'insurrection, mais un chaos, parce que c'est une chaîne qui désinforme et qui propage du complotisme autour de l'attaque du Capitole. Voilà, machine à conspiration, complotisme. Eh bien, en fait, c'est tout simplement l'émergence, la réémergence des faits exacts. Alors, on a ça sur l'affaire du Capitole, on a eu ça la semaine dernière sur le Covid, à propos de l'origine potentiellement fuite de laboratoire du Covid. On a eu ça avec Nord Stream, dont on nous a raconté de manière totalement invraisemblable, mais c'était raconté massivement que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc. Aujourd'hui, on évoque d'autres hypothèses. Les Américains, maintenant, évoquent un groupe pro-ukrainien, ce qui est quand même moyennement vraisemblable, parce que ça suppose des services spéciaux, des nageurs de combat quand même particulièrement professionnels. C'est pas une affaire c'est pas un bricolage. Bon, mais ça fait rien. Le système ment. Après, il y a une correction des mensonges, mais je vais reprendre votre expression, Floriane, parce que je la trouve excellente. En mentant et en dévoilant après une part de la réalité, de la vérité, on joue sur un filet de sécurité temporelle. C'est-à-dire que pendant le gros de l'événement, on fait une propagande massive, et puis après, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on laisse émerger, parce qu'on ne veut pas faire autrement, la réalité, mais l'effet de la propagande a joué.
Bien, je vous propose, Jean-Yves, maintenant de partir en manifestation en France avec nous. Alors, bien sûr, je parle de la manifestation autour de la réforme des retraites qui a eu lieu mardi 7 mars dernier. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres dans les médias qui ont été partagés. On avait quand même 1 280 000 manifestants dans toute la France, donc 81 000 à Paris, selon les sources policières, bien entendu, pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Et le jour même, en fait, les médias ont préféré non pas parler des chiffres de la présence et donc de la relative réussite de cette mobilisation, mais de combien est-ce que ça coûte de mobiliser et de bloquer la France, parce qu'il y avait une crainte autour du blocage. Donc une semaine de grève dure peut faire perdre des clients à des PME fragilisées, peut-on lire. Les syndicats veulent mettre la France à genoux. Et la facture des grèves à répétition promet une nouvelle fois de coûter très cher aux Français. Bon, en tout cas, en France, comme on en a l'habitude, si on veut mettre la France à genoux, l'économie à genoux, du moins, selon l'expression de notre cher ministre Bruno Le Maire, c'est visiblement, on s'y prend assez mal, quoi. Et puis, si c'est pas cher, c'est souvent l'État qui paye, de toute façon. Alors, dans la critique des manifestations, c'est quand même une certaine presse, soit fléchée libérale, on va dire, ou fléchée conservatrice, ou fléchée macroniste. C'est Le Figaro, c'est l'Opinion, c'est BFM, et ça correspond sans doute à ce qu'une partie de cette opinion-là ressent. Il y a toujours eu une certaine hostilité face au blocage des syndicats, donc c'est pas tout à fait nouveau. Et puis ça correspond aussi à la démarche de communication du gouvernement, cette fois, de Madame Beaune, de Monsieur Véran, qui consiste à capter l'électorat LR et à se mettre... à mettre de son côté cette partie-là de l'électorat. Il y a une presse, on va dire, sur le service public type France Info, qui est un peu plus bienveillante, parce qu'eux-mêmes font grève vis-à-vis des grèves et des manifestations. Du côté du gouvernement, en tout cas, on assure que la porte reste ouverte, mais on ne répond pas tellement aux sollicitations des syndicats pour être reçus en urgence. Ils demandent en urgence à voir Emmanuel Macron. Bien sûr, la porte est ouverte, mais en réalité, elle est plutôt fermée. Mais selon le gouvernement et selon Olivier Véran, qui va nous intéresser particulièrement maintenant, il y a le bon et le mauvais manifestant. On est un peu comme dans le sketch des Inconnus. Les chasseurs, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, voilà. Et puis, on parle toujours de cet Olivier Véran qui avait de toute façon annoncé une catastrophe écologique en cas de France à l'arrêt, on le rappelle. Donc, on est sur une manipulation qui est assez intéressante là, de la part d'Olivier Véran. Alors ça, c'est assez intéressant parce que la catastrophe écologique, c'est la boîte à tout faire de la propagande. On veut faire passer quelque chose, on explique « c'est pour la planète », quoi. Et donc, s'il y a un jour de grève... ça peut être catastrophique du point de vue écologique, on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, là, je crois qu'il avait évoqué la sécheresse, c'est encore une autre idée. Et puis, c'est la stratégie de la peur. La stratégie du choc, la stratégie de la peur. Alors, un coup, c'est l'écologie, un coup, c'est la santé, un coup, c'est la guerre. On maintient les populations verrouillées. C'est toujours le verrouillage. Alors, en tout cas, voilà ce qui n'est pas bon, selon Monsieur Véran, au niveau des violences. Ça pourrait être couper l'électricité chez Gérard Larcher. Il a dénoncé fermement cet acte de vandalisme, alors qu'en fait, en réalité, une vraie violence des manifestants, ça aurait été de fermer la cantine. Ah non, alors là, je suis obligé de maîtriser l'antenne, Floriane, et on ne peut pas laisser passer un tel acte de grossophobie implicite vis-à-vis du second personnage de l'État, tout de même. Non. Très loin de moi, les accusations de grossophobie, Jean-Yves, je vous rassure. Je pensais plutôt aux économies gouvernementales sur la nourriture, parce qu'en plus, on est en plein contexte d'inflation, donc ça collait plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, les véritables violences, il y en a eu quand même à chaque fois, comme à chaque manifestation. Mais qui ont fait les choux gras, bien sûr, de la presse, comme à chaque fois, encore une fois. Mais jamais on ne précise qui est responsable de ces violences. On va y venir. Il y a notamment eu des images assez impressionnantes d'une voiture de SOS médecins qui a été sérieusement endommagée. Alors, qui est responsable des violences en manifestation, Jean-Yves? C'est les Black Blocs. Les Black Blocs, les Antifa. Et s'il y a ces violences à répétition, puisqu'on avait eu les mêmes phénomènes lors des Gilets jaunes, c'est parce que le pouvoir politique en a besoin. Le criminologue Xavier Hofer a parlé d'environ 1000 personnes connues de la police
et donc qui pourrait être arrêté préventivement. Alors vous allez dire, arrêter préventivement, c'est très mal. Bah oui, mais enfin, ça s'est fait lors des manifs pour tous avec des gens qui n'avaient pas le 10e ou le 20e de potentiel de violence des Black Blocs. Ça s'est fait lors d'un match avec des gens dits de l'ultra-droite qui voulaient participer aux soirées d'après-match. Donc, le gouvernement pourrait le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il attend de ces gens-là qu'ils fassent effectivement, qu'ils cassent. Voilà. Bien sûr. Et il y a une double fonction des Antifa et des Black Blocs. D'abord, contre tous les mouvements nationaux et identitaires, pour les obliger à se défendre ou les empêcher de tenir des réunions. Donc là, il y a une fonction d'interdiction. Et puis, il y a une fonction de casse qui permet ensuite de dégrader l'image de la manifestation. Et donc, tous ces gens-là agissent en parfaite connivence avec le pouvoir. Les idiots utiles du système Macron. Voilà. Eh bien, place maintenant à la revue de presse, Jean-Yves. Bon, décidément, Jean-Yves, plus on traite de foot, plus on rit, car on commence cette émission avec une décision de l'UEFA, le remboursement des supporters de Liverpool. Les supporters qui n'avaient donc quasiment pas pu rentrer lors du match de la finale contre le Real Madrid en mai dernier, ou qui avaient pu rentrer mais dans des conditions absolument déplorables, il y avait eu des gazages en masse notamment, eh bien vont être remboursés. On rappelle quand même qu'à la mi-février, Le Monde s'était procuré un rapport d'une enquête qui avait été réalisée par l'UEFA et qui avait été particulièrement accablante sur la gestion de cette finale et surtout de la gestion policière autour de la sécurité de cette finale, avec le gouvernement qui, on le rappelle, avait préféré accuser des prétendus supporters hooligans britanniques à la place des délinquants de France qui avaient, eux, bel et bien agressé tous les supporters anglais et espagnols et qui étaient rentrés illégalement. Et il faut rappeler qu'à cette occasion, d'ailleurs, ces événements étaient gérés par la préfecture de police, évidemment, mais que M. Darmanin, le ministre, était au poste de commandement central. Donc la vraie responsabilité, c'est lui. On attend toujours ses excuses. Et il n'y en a jamais eu. Bon. Il a menti de manière manifeste, ce qui lui a valu un Gérald d'or ou la dernière Bobard d'or. Nos amis anglais, lors du match retour entre Madrid et Liverpool, ont même donné aussi un Gérald d'or à Madame Oudéa Castéra, puisqu'ils ont représenté ces deux éminents ministres français avec le nez de Pinocchio, qu'il mérite tout à fait. Donc tout à fait évocateur. Jean-Yves, je vous propose de passer maintenant à une autre actualité brûlante. Il s'agit de l'affaire des Lockdown Files. Je l'ai prononcé à votre place, vous avez vu, je vous fais une petite fleur. Merci Florian, merci. Alors les Lockdown Files, j'essaye d'améliorer mon anglais. Ce sont une série d'échanges, je crois, sur le réseau WhatsApp entre le ministre de la Santé britannique de l'époque et un certain nombre de ses interlocuteurs. Ce qui ressort de l'analyse de ces documents, c'est deux choses. D'abord, qu'on évoque ouvertement un nouveau variant pour faire peur, pour maintenir la politique de contrainte. Et donc, on a même cette formule qu'on peut lire « Quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant ?» Et vous vous souvenez, à l'époque du Covid, de ce côté-ci aussi de la Manche, on nous parlait régulièrement d'un nouveau variant qui arrivait et qui allait être terrible. C'était la nouvelle vague, le nouveau variant. Parce qu'il y a deux sortes de variants, les variants qui étaient plus dangereux ou les variants qui étaient moins dangereux mais plus contagieux. Donc vous voyez, alors on voit qu'en Angleterre, ça a été utilisé de manière cynique. On voit aussi qu'il a été maintenu en Angleterre le port du masque dans les lycées et les collèges, non pas du tout pour des raisons sanitaires, mais pour faire plaisir à la première ministre écossaise qui, elle, voulait maintenir des mesures encore plus strictes. Donc on voit très bien qu'on a manipulé l'opinion, en Grande-Bretagne, en racontant des mensonges destinés à faire peur pour serrer l'opinion et imposer toute une série de contraintes.
on peut penser qu'en France, on a eu la même chose. Et si on avait les échanges entre les responsables de McKinsey et les autorités gouvernementales, je crois qu'on ne serait pas déçus des choses. D'ailleurs, on a dit que la gestion de la vaccination s'était plutôt bien passée grâce à McKinsey, effectivement, parce que McKinsey, avec le gouvernement, faisait passer des messages de communication et donc de propagande qui visaient à accélérer la vaccination quand il y avait des vaccins disponibles ou restreindre, limiter, ralentir quand il y en avait moins. Quoi. Donc effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de files d'attente, ça s'est plutôt bien passé, puisque la propagande était calibrée, non pas sur les faits sanitaires, mais sur l'objectif de vaccination ou d'enfermement, selon les cas. Mais on attend les McKinsey Files. On n'y a pas encore accès, ça pourrait être savoureux, ceci dit. S'il y avait un Parlement en France, on l'aurait sans doute. Oui. Parce qu'on a un certain nombre de choses qui nous parviennent, d'Angleterre, parce qu'il y a une presse en Angleterre, malgré tout, ou des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a un Parlement. Oui, et une gestion de la politique de la transparence aussi qui laisse un peu rêveur. On va passer à cette personnalité assez étonnante qui a pris position contre la censure de la culture. Il s'agit de Caroline Fourest. Je vous fais écouter tout de suite ce qu'elle a dit à propos de la censure des œuvres de Roald Dahl. On est dans George Orwell, on est dans l'époque, dans le roman qu'avait imaginé Orwell, où il y avait des gens chargés de réécrire les livres pour réécrire l'histoire. Et je pense que ça va avec la maladie de l'époque, qui est déjà de tout décontextualiser, de perdre un peu, justement, la trace des choses. Et je crois que ça peut mettre d'accord des gens, encore une fois, de plusieurs sensibilités. Et je trouve qu'elle a raison quand elle dit que ça peut mettre des gens d'accord de différentes sensibilités, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas vraiment de la même sensibilité que Caroline Fourest, qui a été une très bonne cliente des premiers immédiats, des Bobardor, mais là, au fond, elle dit quelque chose qu'on ne peut que partager. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'on parle des méthodes orwelliennes, qu'on parle de novlangue. Mais là, c'est une étape supplémentaire, puisque vraiment, on réécrit quelque chose d'écrit en violant le droit d'auteur. Bon, et donc, c'est quand même le droit moral, en tout cas, de l'auteur. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Alors, un petit conseil, il faut mieux avoir des livres imprimés que des livres sur des e-books. Parce que la sur modification, sinon, se fait on modifie sans qu'on le sache. Et vous ne le voyez pas, vous ne voyez plus l'ancien texte. Donc, gardez une bibliothèque. Gardez une bibliothèque, gardez une belle bibliothèque, c'est plus sûr de ce point de vue-là que le numérique. Et oui, vive les livres physiques, Jean-Yves. On passe maintenant à la disparition d'un média qui, lui, était bel et bien en ligne, de Vice France, qui va disparaître. Donc, adieu à eux et adieu aux articles fouillés sur les drag queens des favelas de Rio, ou alors encore sur les associations qui réunissent des réfugiés syriens avec leurs animaux de compagnie. Bon, on leur dit un petit au revoir, quoi. On agite nos mouchoirs. Voilà, c'est une perte pour le politiquement correct, mais enfin, voilà. Ils ont encore de beaux restes. Ils continueront à l'international, sans doute. On va passer maintenant aussi à cet abonnement qui a été lancé par Canal+, et qui est assez intéressant. Ça s'appelle l'abonnement RA+, qui permet d'avoir accès à diverses plateformes de streaming. Et ce qui est intéressant, là, dans cet abonnement qui est proposé par Canal+, c'est que ça s'adapte totalement au public cible, puisque c'est pour les moins de 26 ans, et traiter quand même des futurs clients de rats, c'est assez savoureux, je trouve, donc ça méritait de vous partager cette information. Et on conclut cette revue de presse avec la Géorgie. Jean-Yves, vous avez quelque chose à dire sur cette affaire, parce que ça bouge pas mal sur place. Alors, il y avait un projet de loi du gouvernement élu géorgien consistant à réglementer les médias et les associations humanitaires dites ONG quand elles étaient financées à plus de 20% par l'étranger. Ce qui est une mesure qu'on peut considérer comme normale. Alors on dit c'est à l'image de la législation russe. Il y a une législation du même type aux États-Unis depuis 1938. Vous voyez, il y a quand même un peu de marge. Et en Union européenne, on a interdit purement et simplement les médias russes.
Donc, au fond, la Géorgie cherchait à se protéger, alors disons les choses, de l'ingérence américaine et de l'ingérence de l'OTAN. Alors, ça a débouché sur des manifestations, des manifestations qu'on nous dit massives, qui font reculer le pouvoir en Géorgie. On nous parle du régime, parce qu'évidemment, c'est un pouvoir élu, mais en l'occurrence, comme il n'est pas jugé favorablement par les médias, c'est devenu un régime. Et le pouvoir recule. Et là, on se félicite qu'après des manifestations massives, en quelques jours, le pouvoir retire sa loi. On peut voir en France des manifestations massives où le pouvoir... Et moi, je serais tenté de dire le régime ne retire pas sa loi. En tout cas, c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point il y a une volonté d'ingérence, et honnêtement d'ingérence des services américains et des associations de Soros dans la vie d'un certain nombre de pays, à l'ouest comme à l'est de l'Europe d'ailleurs. Et voilà pour le immédiat numéro 434. Jean-Yves, avant de se quitter, je vous propose de rappeler à notre public, bien sûr, qu'il faut cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, laisser un commentaire et partager aussi à vos contacts cette vidéo. Il faut au moins ça, on le répétera jamais assez, pour que l'algorithme de YouTube nous propulse vers le succès. Alors on compte vraiment sur vous. Jean-Yves, encore merci, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur TVL.